RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, vous recevez Philippe Dunoyer, le candidat de la majorité présidentielle dans la première circonscription. Philippe Dunoyer qui est également le député sortant de cette première circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous sommes maintenant à 3 jours du premier tour des législatives. C'était hier soir votre meeting de clôture de campagne à l'hippodrome. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. C'est un temps toujours à la fois fort et un peu émouvant. C'est celui plutôt symbolique de la fin d'une campagne. Donc forcément, on se rappelle avec l'ensemble des équipes, avec Naya, tout ce qu'on a pu faire, voir et expliquer. Et c'était très chaleureux. Il y avait une très bonne ambiance, beaucoup de témoignages, de soutien évidemment. Donc je suis très flatté de tous ces témoignages de soutien, mais c'est surtout, on sent que les messages portent, on voit, puisque Sonia Baquet, Gilles Brial, Christopher Gigès étaient là, que cette union aussi locale prend à la fois tout son sens et toute son importance. Et puis j'ai eu la très heureuse surprise de recevoir 2 soutiens de Sébastien Lecornu et d'Édouard Philippe, personnels, donc qui m'ont touché et qui illustrent, si je dois symboliser ces 2 soutiens, la majorité présidentielle. Alors justement, tous ces soutiens et notamment ceux de Ensemble, qui est le Ensemble pour la majorité présidentielle, la nouvelle confédération. Sonia Baquet, en ouvrant le discours, a elle-même dit qu'il y a quelques temps, elle ne l'imaginait pas de se trouver là. Vous aussi, c'est ce que vous avez pensé Oui, évidemment, oui, bien sûr. Mais tout le monde l'a en tête. Oui, il y a quelques mois, spontanément, on n'y aurait pas forcément pensé. Et comment réagissent les militants et les électeurs, à votre avis ? Est-ce qu'ils comprennent cette union dont certains disent qu'elle est contre nature ou que... Oui, non, moi, les militants qu'on a vus depuis longtemps, parce que cette union, elle date pas des élections législatives. Vous vous en souvenez, il y a d'abord eu un appel lancé par Sonia Baquet et 3 autres partis qui ont répondu, un communiqué commun avec déjà les fondamentaux de ce que nous allons défendre en tant que priorité pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Expliquer tout ça aux militants, ça a été difficile de tous les côtés, bien sûr, puisque on avait fait campagne les uns contre les autres. Mais en même temps, et très vite, parce que la situation l'exige, parce qu'on a très peu de temps pour trouver cette sortie d'avenir institutionnel, parce que les Calédoniens sont frappés par le phénomène de la vie chère et de l'inflation des prix, parce qu'on a des enjeux très importants, l'intérêt, l'importance de l'union, et finalement de se retrouver sur l'essentiel, parce que c'est pas possible si on n'a pas des fondamentaux communs, et on les a, ces fondamentaux communs. Donc c'est pour ça que cette union des non-indépendantistes, même si, bien sûr, elle a été mouvementée ces dernières années, elle a été comprise, je crois, par les militants. Elle est d'autant plus importante que nous l'illustrons à chaque fois qu'il est possible, et pas seulement pendant cette élection, je le redis, avant et après, vous le verrez. Vous vous retrouvez sur quoi alors ? Parce que vos divergences, effectivement, étaient profondes. C'est sur l'avenir institutionnel, sur les propositions de sortie, sur le calendrier, sur... Oui, tout ça. Alors, elles étaient profondes, mais finalement, déjà, au départ, quand même, on est tous des partis non-indépendantistes. On est tous des partis qui revendiquons la victoire du non aux 3 référendums, qui est un fait à la fois politique et démocratique. On est tous aussi tournés vers le rejet d'une partition du territoire, vers la recherche d'une solution consensuelle définitive. Et c'est le définitif, encore une fois, qui est le mot le plus important et le plus nouveau dans cette démarche. On a tous, en juin 2021, valider cette perspective du référendum de juin 2023, compte tenu du calendrier que je ne vais pas rappeler. On a tous besoin de discuter pour le fonctionnement des institutions sur une rénovation de ce fonctionnement, d'ouvrir le sujet du dégel du corps électoral, puisqu'il va être acté dès la fin de l'accord de Nouméa, mais il faudra bien sûr qu'on en fixe les nouvelles modalités pour enfin permettre d'ouvrir cette citoyenneté qui est trop fermée. Enfin, on a beaucoup de fondamentaux, et sur la vie quotidienne, on partage tous, il faudrait être aveugle, la nécessité absolue et la priorité de trouver des solutions, en l'occurrence pour un député à Paris, des solutions pour aider à amortir les effets de cette crise inflationniste. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, puisque l'union n'est pas complète des non-indépendantistes? Il y a une candidate du Rassemblement dans votre circonscription. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment? Puisque tous ces thèmes que vous venez d'évoquer, on a l'impression que tous les candidats partisans du maintien dans la France disent la même chose. J'espère que si tel est le cas, d'abord c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'après les élections on va pouvoir se retrouver de manière plus large dans cette union des non-indépendantistes. Et c'est aussi un objectif qui dépasse les enjeux d'une élection, puisque l'objectif c'est d'avoir une voix homogène, forte, de la sensibilité non-indépendantiste au moment où on va discuter. Ce qui me différencie de Mme Ruffnac, c'est que sa candidature s'inscrit dans une opposition au gouvernement. Et ça
C'est un fait, elle se revendique, et c'est bien légitime, des républicains qui sont, sauf erreur de ma part, pas dans la majorité présidentielle, et même plutôt dans une opposition résolue. Donc la grosse différence, c'est que si Mme Ruffnac était élue députée, elle n'aurait pas accès de la même manière que moi à la majorité présidentielle, à la capacité qu'on aura ensuite de porter ce message sur l'avenir, sur les urgences du quotidien, et même au contraire, elle sera dans une opposition farouche à tout ce qu'entreprendra le président du gouvernement, en logique pure en tout cas. Si je me trompe, eh bien on va se retrouver après les élections législatives et on trouvera, et c'est vraiment très sincèrement un objectif qu'on partage tous les quatre, des lignes de force ensemble. Alors concernant la majorité présidentielle et ses candidats, on parle d'une charte qu'ont dû signer tous les candidats aux législatives de la majorité présidentielle. Elle contient 12 engagements. Alors, l'avez-vous signé? Oui, on imagine. Et qu'est-ce qu'elle contient? À quoi ça vous engage? Alors il y a des engagements. D'abord, je vais prendre cela parce qu'il y a 3 paquets d'engagements. Le premier, entre guillemets, le premier paquet, c'est de la transparence. C'est sur les questions de moralisation, de transparence, de démocratie participative, je dirais, avec une association plus étroite des électeurs. Un débat respectueux aussi. Voilà, encore un engagement qui permettrait, à mon avis, sur l'avenir institutionnel, d'apaiser la recherche et de permettre de dégager cette solution. Il y a des engagements sur des fondamentaux en termes de programme, puisque si on s'inscrit dans une majorité présidentielle, si on soutient la candidature du président de la République, c'est bien sûr parce qu'on croit que le programme qu'il porte pour la France est le bon, et je le revendique bien sûr, donc nécessairement. Il va falloir des discussions sur chacune de ces réformes essentielles. Il va falloir travailler, et pas seulement à l'intérieur de la majorité présidentielle, mais ça c'est le travail du gouvernement national. Mais vous engagez à les soutenir quand même? Sur le principe, oui, parce que évidemment, une charte, c'est pas on détaille par le menu les 600 ou les 700 engagements pris par le président de la République, mais globalement, le sens de la réforme qui a déjà été engagée dans le précédent quinquennat, qui a été plébiscité quand même par les Français, il faut le rappeler, parce qu'Emmanuel Macron a quand même été réélu, hein, donc je sais bien qu'il y a des discussions quand on est dans l'opposition. Plébiscité, c'est un grand mot quand même. Soutenu, disons. En tout cas, réélu. En tout cas, réélu. Et donc, ça veut dire quand même qu'une part des Français, non négligeable, majoritaire, a considéré que dans les configurations particulières de la Covid, dans la configuration particulière des difficultés issues du conflit en Ukraine, d'abord, le président de la République avait porté à nouveau la voix de la France à l'échelle internationale, qu'il avait su aussi combattre un fléau dont on ne parle plus beaucoup, qui est le chômage en métropole, qui a été réduit dans des proportions considérables, enfin, etc. Donc cette charte-là, elle engage aussi les candidats à être cohérents avec ce soutien au président, puisque, comme je l'ai dit dans le cadre de cette campagne, un président sans majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ne peut pas gouverner ni la France, ni le dossier calédonien, et on aurait les pires difficultés si nous n'avions pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais à l'inverse, est-ce que vous garderez une liberté d'action, liberté de manœuvre, bien sûr, notamment sur le dossier calédonien, ou est-ce que vous n'allez pas être tenu par ces engagements auprès de la majorité présidentielle? C'est pas, si vous signez la charte et que vous la respectez pas, vous allez en prison, hein, c'est pas le sens. C'est un engagement moral, c'est un engagement politique, mais et puis ça s'est déjà passé pendant les 5 dernières années. Elisabeth Noirin, moi j'ai vu comment des députés peuvent aussi exprimer des sensibilités différentes. Dieu merci, dans un groupe de plus de 300, vous imaginez bien que c'est pas non plus tout le monde le doigt sur la couture du pantalon avec exactement les mêmes idées sur tout. Dieu merci. C'est ce qui fait justement que les réformes, quand elles arrivent, elles sont enrichies de ces sensibilités. Moi, je vais garder la mienne. La première, c'est celle de défendre à tout prix, quoi qu'il arrive, la voix des Calédoniens, les enjeux que les Calédoniens doivent affronter pour nous aider à avoir les meilleures chances de les surmonter. Et puis sur des dossiers d'enjeux nationaux, j'ai mes convictions aussi. La charte ne demande pas quelles sont les convictions de tous les candidats, mais on en a tous. Moi, j'en ai, et je ne vais pas déroger à mes convictions si un sujet ne se présente pas comme je le souhaite. Donc ce n'est pas une charte de soumission. C'est une charte d'adhésion à un programme et une charte morale, je dirais. Charte d'engagement, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. On parlait de la candidate du Rassemblement. Dans la première circonscription, il y a eu aussi un candidat surprise, Pascal Lafleur. Il dit ne pas se reconnaître dans les propositions des autres candidats, et notamment, il se réfère, lui, à la poignée de main de Matignon. Est-ce que c'est pas un peu gênant pour les uns et les autres qui aiment se revendiquer de Jacques Lafleur et de la poignée de main avec Jean-Marie Tjibaou?
Mais Comment est-ce que vous réagissez à cette candidature et aux propos qu'il tient? non, mais la voix de Pascal Lafleur, comme celle de tous les candidats, est respectable, audible, et j'entends son positionnement. Moi, je peux simplement répondre à Monsieur Lafleur que moi, je me revendique de cette poignée de main. Alors, il peut considérer que non, mais moi, je considère que oui. Et depuis que je fais de la politique, ça a toujours été une source d'inspiration. Je ne cesse de le répéter pour illustrer cette poignée de main et essayer modestement de représenter symboliquement tout ce que ces deux hommes nous ont apporté en faisant ce geste. C'est de revendiquer encore les valeurs derrière ce geste, hein, le respect, le dialogue, la recherche du consensus dans des situations beaucoup plus compliquées que celles qu'on traverse. Donc, je me revendique totalement de cet état d'esprit. Je ne me place pas du tout à leur hauteur, hein, c'est pas la question, mais je me revendique totalement de cet état d'esprit, et ce sont d'ailleurs les mêmes clés en 1998 qui ont été utilisées, et je pense que ce sont toujours les mêmes clés qui feront avancer la Nouvelle-Calédonie. Hier, avec Ensemble, qui est le nouveau nom c'est le nom de la majorité présidentielle, vous créez une confédération aujourd'hui. Vous avez présenté tout un calendrier de discussions sur l'avenir, discussions notamment assez rapidement avec les indépendantistes. Vous allez débloquer comment? Comment est-ce que vous allez rattraper le dialogue avec eux, puisque pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment se mettre autour de la table? Déjà, il y a des propositions qui sont faites, et ces propositions-là, elles vont prospérer. Là, c'est une mauvaise période pour se parler. On est en campagne les uns contre les autres, donc ça ne peut pas marcher. Mais derrière, le calendrier, les propositions de discussion, l'intervention de l'État. Probablement, le président de la République prendra-t-il, je le répète, des initiatives. Certainement que la ministre des Outre-mer aura l'occasion de se déplacer rapidement en Nouvelle-Calédonie. J'aurai l'occasion d'en discuter avec elle un peu tout à l'heure pour savoir quel sera le meilleur moment par rapport à son agenda. Mais en tout état de cause, l'État va être incisif sur le dossier. Et je vois bien qu'aujourd'hui, c'est un peu bloqué, mais les formations indépendantistes vont nécessairement pas rester à l'écart de cette ouverture du long processus qui doit nous conduire en juin 2023. Donc nous, au moins, on fait ces propositions-là de calendrier. Si elles doivent être changées, elles seront changées. Et on attend celles des autres pour que des discussions commencent. Et je crois que les Calédoniens attendent ça aussi. Et enfin, on n'a pas beaucoup de temps, hein, pour pas dire très peu de temps, pour attendre ou s'attendre des cartons d'invitation en bonne et due forme. Donc il faut y aller maintenant, et il faut y aller tous ensemble. Ce calendrier d'un référendum de projet en juin 2023, c'est-à-dire dans un an, il est tenable vraiment? Oui, il est tenable alors évidemment on part de loin, mais si la bonne volonté est au rendez-vous, si le respect mutuel est au rendez-vous, et si on prend encore un peu plus conscience que si nous ne tenons pas ce calendrier, nous allons au-devant d'un cataclysme institutionnel, parce qu'il n'y aura pas d'élection provinciale en 2024. En l'état des choses, il n'y aura donc pas d'élus, pas de politique publique, pas de budget. Pour parvenir à dépasser cette échéance impossible, incroyable, il nous faut discuter pour trouver cet équilibre. Donc c'est faisable. 1998, l'accord de Nouméa, il ne s'est pas fait en un an et demi. Il avait bien sûr été entamé, les discussions avaient été initiées, Jacques Lafleur l'avait ouvert dès 1992, mais c'est dans les derniers mètres, comme on dit, que ces discussions ont véritablement pris corps. Parce qu'il y a eu à un moment concordance de ces volontés, concordance sur l'urgence, et finalement un consensus qui se dégage. Donc on a le temps. Enfin, quand je dis ça, il ne faut pas que les auditeurs prennent mal ce que je dis ou comprennent mal ce que je dis. Non, on n'a pas beaucoup de temps, en fait, on en a très peu même, et il ne faut surtout pas attendre. N'attendons pas, prenons tout de suite la fin des élections législatives comme trépied pour se lancer dans ces discussions. Elles seront longues, elles ne seront pas faciles, il ne faut pas se cacher, évidemment. Et justement, ce temps de préparation, commençons-le tout de suite. Si vous êtes élu, à quoi est-ce que vous allez d'abord vous attaquer? Parce que vous avez pris aussi un certain nombre d'engagements en matière de vie quotidienne, lutte contre la cherté de vie pour le pouvoir d'achat, etc. C'est la priorité. Et ça, comment est-ce que vous pourrez faire? Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, national et local, vous arriverez à apporter quelques solutions? Ah oui, absolument. En tout cas, c'est vraiment à ça que je veux m'atteler tout de suite, si les Calédoniens me font confiance. C'est de dégager avec le gouvernement des pistes, les premières en tout cas, pour appliquer en Nouvelle-Calédonie des outils qui vont amortir les effets de cette crise inflationniste. Il faut le faire le plus vite possible. Je ne dis pas que tout peut se dégager en 2 minutes, mais c'est la priorité des priorités maintenant. Il y a des outils qui peuvent être applicables rapidement, hein. Je pense à des mécanismes comme le chèque carburant, ça c'est quelque chose qui est applicable rapidement. Le fonds de solidarité logement et l'aide aux fret, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais dès lors que l'État comprend, et je suis sûr qu'il le comprendra, la situation extraordinaire dans laquelle la Calédonie est plongée, je ne doute pas de cette intention. Et puis pour la transformation des prêts
en subvention. Là, il nous faut un texte budgétaire, et ce texte budgétaire est annoncé dans le calendrier assez vite. Donc, c'est la priorité, bien sûr. Après, tous les autres engagements sont importants, naturellement, et il faudra prendre son bâton de pèlerin, parce que rien ne se fait facilement, et commencer tout de suite l'atteinte de ces objectifs. On est à 3 jours du premier tour, je le disais. Quel bilan d'ores et déjà vous dressez de cette campagne? On a l'impression qu'elle a été un peu morne, peut-être. Il n'y a pas eu vraiment de polémique, pas eu vraiment de débat. C'est aussi l'impression que vous avez eu. Écoutez, oui, il n'y a pas eu de Et est-ce polémique. que ça j'en ai risque pas de peser entendu. sur la mobilisation des Calédoniens? Alors, il y a beaucoup de choses qui risquent de peser sur la mobilisation des Calédoniens. On le sait tous, il y a la lassitude, il y a les vacances scolaires. Il y a effectivement des positionnements ou des déclarations qui font que peut-être certains ne s'y retrouvent pas, mais c'était une campagne très intéressante pour autant, parce que en termes de quantité, il y a peut-être moins de mobilisation, mais chaque personne rencontrée, chaque Calédonien à qui on a pu s'adresser et qu'on a écouté, nous ont dit énormément, nous ont donné énormément d'informations. On en a donné nous aussi, et les engagements qu'on prend, quand on peut les expliquer, ils sont compris parce qu'ils correspondent aux attentes. Ils correspondent aux attentes de la population. La population, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on dégage des solutions, pas qu'on lui trouve des problèmes. On a dégagé des solutions sur l'avenir institutionnel, même si c'est pas leur première préoccupation le matin quand ils se lèvent, je comprends bien. Mais dès lors qu'on l'explique, ils voient bien qu'on a une forme d'impasse qui se présente, et puis quotidiennement, mais pas seulement sur la vie chère, pour aider les jeunes à obtenir des bourses, pour aider la province des îles à se développer en professionnalisant les filières de développement économique, pour augmenter, améliorer la sécurité des Calédoniens aussi, avec un plan d'amélioration de la sécurité du quotidien en métropole sur lequel on peut émarger, le plan France 2030, la défiscalisation, tous ces sujets-là, évidemment, ne passionnent pas tout le monde en même temps, mais chacun de nos interlocuteurs, associatifs, chefs d'entreprise, citoyens, ont trouvé des échos, je le crois en tout cas, intéressants dans ces engagements, et j'espère surtout qu'ils n'oublieront pas de se mobiliser ce dimanche et dimanche prochain. Vous vous sentez dans quel état d'esprit? Confiant ou un peu anxieux, un peu inquiet? Dans quel état d'esprit on est avant Non, ni l'un ni l'autre. Avec Naya Wateou, on est très heureux de la campagne qu'on a pu faire, grâce à l'équipe qui nous a accompagnés, bien sûr. Serein, mais pas dans un excès d'optimisme ou un excès de pessimisme. Serein parce que les messages qu'on a voulu porter, on a pu les porter, et comme on le voulait. Les événements que nous avons organisés se sont très bien passés, avec les jeunes, avec les chefs d'entreprise, ce meeting femmes engagées aussi, parce que c'était important pour nous dans le cadre de cette campagne, le meeting de clôture, enfin, tout s'est très bien passé. Et c'est très bien comme ça en démocratie, c'est aux Calédoniens de voir, in fine, de faire le choix entre les propositions qui sont faites, celles qui ont les meilleures chances d'aboutir, et puis l'expérience et le réseau. Donc, pardon de le rappeler, mais dans la perspective d'un temps très court, c'est quand même plus facile d'utiliser un réseau que de s'en créer un. Philippe Denoyer, député sortant, candidat de la majorité présidentielle de la première circonscription. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation.